tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement est en ce moment réuni pour un dernier conseil des ministres avant l'élection lundi de Michel Aoun. Pour la première fois depuis août, Gebran Bassil, le chef du CPL, participe à la séance du cabinet. Tout à l'heure, en bas du Grand Sérail, les transporteurs routiers ont exprimé leur colère. Les grévistes ont bloqué plusieurs axes ce matin. Ils protestent contre la privatisation des centres d'inspection mécanique. La Russie assure qu'elle n'a rien à voir avec les frappes contre une école d'Idleb, alors que 22 enfants et 6 enseignants sont morts dans des raids aériens en Syrie. Le Conseil des ministres tient donc en ce moment sa dernière séance au Sérail. Le gouvernement devrait entrer dans une phase d'expédition des affaires courantes dès la semaine prochaine et jusqu'à la formation d'un nouveau cabinet. L'élection de Michel Aoun, attendue lundi, devrait mettre un terme à 2 ans de vacances, 2 ans et demi de vacances à la tête de l'État. Et puis pour la première fois depuis août, Gebran Bassil, le chef du CPL, est présent. Au menu de cette dernière réunion, donc, les appels d'offres du secteur de la téléphonie mobile devaient notamment être discutés. Pendant ce temps, en bas du Grand Sérail, chauffeurs de camions, bus et taxis ont laissé éclater leur colère tout à l'heure avant de se rassembler. Place Riyad El Salah, les transporteurs routiers ont bloqué ce matin plusieurs axes au niveau de Dora, du tunnel de Sheka ou encore de la place de Chtora dans la Beka. À Tripoli, la route principale a également été brièvement coupée, ainsi que l'axe Tir Saïda. Ils protestent contre la privatisation des centres d'inspection mécanique. Il avait notamment travaillé et publié plusieurs études sur les syndicats d'enseignants au Liban. Le recteur émérite de l'USJ, père René Chamussi, est décédé ce matin. L'université Saint-Joseph l'a annoncé sur son site. Le père jésuite était entré dans la Compagnie de Jésus en 1956. Il était définitivement installé au Liban depuis 1969, chevalier de la Légion d'honneur et commandeur dans l'ordre du mérite civil espagnol. Il est l'auteur de nombreuses publications sur le pays. Ses funérailles auront lieu samedi à 15h en l'église Saint-Joseph à Beyrouth. La Russie assure qu'elle n'a rien à voir avec les frappes ayant visé une école d'Idleb. 22 enfants et 6 enseignants sont morts dans ces raids aériens hier. Moscou assure que certains médias arabes accusent certains médias arabes et occidentaux d'avoir aussitôt pointé l'aviation russe. On revient tout de suite sur ces bombardements menés hier avec Laure Wagner. Oh mon Dieu, aide-nous s'il te plaît. Derrière cet homme se trouve l'école du village. Voici ce qu'il en reste après les bombardements. Un projectile est tombé devant le bâtiment pendant que les écoliers étaient en train d'être évacués. Les enfants sont encore sous le choc. Selon plusieurs ONG locales, le bilan est lourd. Une trentaine de morts, dont de nombreux enfants à Has et dans les environs. Pour l'OSDH, ces raids sont l'œuvre du régime syrien ou de son allié russe. L'UNICEF, en revanche, ne pointe aucun responsable du doigt, mais dénonce une tragédie et parle d'un possible crime de guerre. C'est une école. Ici, il y a 3 écoles qui ne contenaient que des élèves. Il n'y a que des civils dans ces quartiers. Il n'y a pas de bureau militaire ou quelque chose comme ça. Ce quartier, c'est seulement les écoles. Has se trouve dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Contrôlée par une coalition regroupant des groupes rebelles et des djihadistes du groupe Fatah el-Sham, l'ancien front al-Nosra, elle est régulièrement la cible des raids du régime syrien et de son allié russe. Au total, les bombardements russes et syriens ont fait plus de 89 morts et 150 blessés en 7 jours, selon l'OSDH.
Et au moins 6 enfants ont été tués et 15 blessés à Alep. Selon les médias officiels, des tirs de roquettes se sont abattus sur des quartiers sous contrôle gouvernemental. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été décerné à 2 yézidis rescapés de l'EI. Il s'agit de Nadia Mourad et Lamia Bachar. Les 2 jeunes femmes ont fait partie des milliers d'autres jeunes filles et jeunes femmes enlevées par l'EI et victimes d'esclavage sexuel. En février, Nadia Mourad avait livré un témoignage bouleversant sur France 24. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas de vie avec Daesh. Nous n'étions pas en vie. On ne savait jamais quand il viendrait. De jour comme de nuit, il venait nous violer. Les filles venaient de Syrie et d'Irak. Ces hommes, tout ce qu'ils faisaient, c'était tuer d'autres hommes et violer les femmes et les filles. On était vendus et revendus. On n'avait pas de vie. Nous ne nous sentions pas en vie, nous nous sentions mortes quand nous étions avec eux. Restez des nôtres, on se retrouve après une courte pause. C'est peut-être la fin du feuilleton CETA en Belgique alors que la Wallonie refusait d'approuver ce texte. Un accord a été trouvé entre les différentes parties belges. Il porte sur la signature du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. C'est la première étape pour sortir d'un blocage qui dure depuis plusieurs jours. Les Belges ont enfin trouvé une position commune pour la signature d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. L'impasse était wallonne. La région francophone refusait de ratifier un traité jugé trop avantageux pour les multinationales, un traité qui pouvait mettre en péril sa filière agricole. Finalement, les discussions entre les différentes parties ont abouti. J'ai le plaisir que vous annoncez que le comité de concertation vient de conclure un accord sur les textes qui traduisent la proposition belge et qui est immédiatement adressé à la Commission européenne et au président du Conseil. Ce qu'on a pu obtenir ici est important non seulement pour les Wallons mais pour l'ensemble des Européens. C'est vraiment une question fondamentale, la question de savoir de quel monde voulons-nous. Est-ce qu'on veut un monde avec des règles ou un monde sans règles? Nous voulons réguler ce marché, nous voulons pouvoir protéger les citoyens. C'est pour ça que nous nous sommes battus et je crois que ça en valait la peine puisque nous avons été entendus. Prochaines étapes, soumettre le texte aux ambassadeurs des 27. Une fois validé, l'accord de libre-échange sera signé avec les Canadiens. Il sera ensuite ratifié par le Parlement européen avant de passer par les parlements de chaque État membre, y compris les parlements régionaux, une quarantaine au total. Autant dire que la route est encore longue, une route semée d'embûches. Malgré l'accord entre Belges, les opposants à ce traité n'ont pas baissé les bras. Les écoles de la région sont fermées aujourd'hui par mesure de précaution. Un séisme a touché le centre d'Italie hier soir. Il y a d'importants dégâts matériels. Les secours ne déplorent dans l'immédiat que des blessés légers, mais la population reste traumatisée par le puissant séisme qui avait fait 300 morts le 24 août dernier. Ce matin, l'Italie a encore tremblé. Des répliques incessantes après une nouvelle nuit destructrice. Coup sur coup, le centre du pays a été frappé par 3 séismes. Le plus puissant, 6,1 sur l'échelle de Richter, a détruit de nombreux villages. Les premières secousses ont été ressenties dès hier soir. En quelques secondes, des siècles d'histoire s'effondrent. Cette église du XVe siècle n'est plus que gravats et poussière. Le premier séisme a poussé les habitants à sortir de chez eux, épargnant sans doute de nombreuses vies. Quand les autres séismes, plus puissants, ont frappé les maisons alors désortées. Les secousses ont fait des dizaines de blessés, mais pour l'heure, aucun mort n'est à déplorer. Ça a tremblé toute la nuit. Toutes les 4 ou 5 minutes, il y avait de grosses secousses. Dans le petit village de Visco, c'est le silence total. Le secteur est dangereux. À tout moment, des pans de murs s'effondrent, comme ici, sur cette voiture de la télévision italienne. À Visso, les 1200 habitants ont été évacués. La plupart ont passé la nuit ici, à l'abri, accueillis par la Croix-Rouge.
Pendant la première secousse, j'étais assise en train de regarder la télévision et j'ai vu que ça commençait à s'écrouler autour de moi. J'ai vu les murs porteurs se lézarder avec des crevasses profondes. Après nous sommes sortis, peut-être que la maison s'est effondrée, je ne sais pas. Ce matin, l'Italie a commencé son long travail d'évaluation des dégâts, alors que la région se relève à peine du séisme d'Amatrice qui, fin août, avait tué 300 personnes. C'est une première à l'ONU. Les États-Unis se sont abstenus de voter la fin de l'embargo imposé à Cuba. Le texte a été adopté par 191 voix et 2 abstentions. L'abstention américaine à l'ONU, saluée par des applaudissements nourris. À Cuba, les réactions sont plus mitigées. Ces étudiants ont suivi le vote en direct sur cet écran géant, mais ils n'ont pas tous accueilli cette nouvelle avec le même optimisme. Moi, je pense que c'est une percée. Ça va modifier les relations avec Cuba jusqu'à ce que le blocus soit levé. Je sais qu'on peut y arriver. L'abstention des Américains lors du vote de l'ONU ne veut pas dire grand-chose si rien de concret ne suit. Je souhaite que le Congrès américain décide de véritablement mettre fin au blocus. La levée de l'embargo dépend en effet du Congrès américain, actuellement dominé par les républicains. Le Congrès qui reste pour le maintien du blocus économique malgré tous les efforts de Barack Obama. La résolution onusienne n'est pas contraignante, mais elle vient soutenir le président américain dans sa politique d'ouverture. C'est un message direct au Congrès américain. Ça montre que l'exécutif est réellement contre l'embargo et qu'il est prêt à défendre cette position. Durant les mois qui restent à Barack Obama, c'est possible qu'il lutte pour défendre cette position. Dans 12 jours, les Américains élisent leur nouveau président. Dans le sillage de Barack Obama, Hillary Clinton affirme vouloir normaliser les relations avec Cuba. Donald Trump, lui, tient un discours beaucoup plus fermé à l'égard du régime castriste. Au Venezuela, l'opposition appelle à la grève générale. Hier, plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté à Caracas. Ils réclament le départ du président Nicolás Maduro et Tanagi. La garde nationale disperse violemment les manifestants qui répondent par des jets de pierre et de bouteilles. Ici à San Cristobal, dans l'ouest du pays, des étudiants s'en prennent au bureau du Conseil national électoral qui a suspendu le processus de référendum révocatoire contre Nicolás Maduro. Nous profitons de ce moment de crise que vit le gouvernement, ce moment où ils savent qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ces choses. Nous demandons un changement de pouvoir politique, nous demandons un renversement du gouvernement. Ils étaient des centaines de milliers à manifester ce mercredi à travers le pays. L'opposition a donc réussi son pari de mobiliser la population. Pour les Vénézuéliens, la crise économique actuelle est due au gouvernement qui n'a pas su anticiper la baisse des cours du pétrole. L'inflation est devenue incontrôlable. Ces derniers mois, la population a été confrontée à une pénurie d'aliments et de médicaments. Alors que toutes les tentatives pour mettre en place un dialogue national ont jusqu'ici échoué, l'opposition a fait approuver mardi au Parlement l'ouverture d'un procès en destitution contre Nicolás Maduro. Le président, qui ne cesse de dénoncer un putsch parlementaire, a réuni le Conseil de défense nationale. Il faut que la Constitution, les institutions et surtout le peuple soient respectés. Par conséquent, je propose, comme il est mentionné dans l'article 23, que le Conseil de défense nationale soit en session permanente. En tout cas, l'opposition ne compte pas s'arrêter là. Elle appelle à une grève générale ce vendredi. Mais le pouvoir prévient, toute entreprise qui se joindra au mouvement sera occupée par l'armée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le gouvernement s'est réuni pour un dernier conseil des ministres avant l'élection lundi de Michel Aoun. Pour la première fois depuis août, Gebran Bassil, le chef du CPL, a participé à la séance du cabinet. En bas du Grand Sérail, les transporteurs routiers ont exprimé leur colère. Les grévistes ont bloqué plusieurs axes ce matin. Ils protestent contre la privatisation des centres d'inspection mécanique. La Russie assure qu'elle n'a rien à voir avec les frappes contre une école d'Idlib, alors que 22 enfants et 6 enseignants sont morts dans des raids aériens hier en Syrie. Merci de votre attention, très bonne soirée à tous et à toutes.